Je prends celui-là. Voilà. Bonjour à tous et puis merci de m'avoir invité. Alors en fait, pour une introduction sur ces questions de biomimétisme, moi vous verrez, je préfère beaucoup le terme bio-inspiration. Parce que mon but, c'est pas de copier, mon but, c'est effectivement d'aller chercher de l'information et de tirer parti de cette nature. Alors, juste en 2 mots, biodiversité, en fait, c'est quoi? On m'a souvent dit, ouais, c'est embêtant ce terme. Il est inventé par un écologue américain qui s'appelle Walter Rosen en 1985. Donc, c'est assez récent, finalement. Et ce type n'est pas n'importe qui. Il sort des écoles américaines de la biologie de la conservation. C'est assez nouveau, hein. On crée des revues, c'est assez récent. Et puis, en fait, c'est le vivant. Alors, il n'est pas synonyme de nature, hein. Souvent, les gens le confondent. Il y avait une nature avant la biodiversité, puisqu'il y avait... Dès que la Terre se forme, je vous ai mis ici... On appuie là-dessus pour avoir une flèche, non? La verte. Ici... Attends, ça va trop vite. Je voulais revenir... c'est la rouge? Voilà. Il n'y a pas de flèche de couleur pour montrer quelque chose. Ah, vous avez un pointeur là-bas. Bon, donnez-le-moi alors. On va partir donc de ce qui est en haut à gauche, là, qui est, voilà, merci bien, c'est sympa, qui est noir. Ça, c'est, en fait, c'est intéressant. Ça, c'est un cadeau des dieux, en fait. C'est un caillou, c'est une météorite qui est tombée à Orgueil, dans un petit village du Gers, en 1885, et qui a été ramassée. Et puis on l'a oublié dans un tiroir pendant 150 ans. Jusqu'au jour où on l'a découpé en tranches récemment, et en mesurant les isotopes du chrome sur cette fragment de... C'est vraiment moche, hein, c'est un truc noir comme ça. Vous en pleurez 4600 millions d'années. Ce caillou est contemporain de la mise en place de la Terre. Hein. Il est contemporain de la mise en place du Soleil. Et quand la Terre sort du Soleil, un morceau est tombé, après un grand périple dans l'univers, dans un village du Gers. On l'a gardé. Et c'est ça, en fait, l'intérêt d'un système. On a une géodiversité antérieure. Alors, c'est celui l'intérêt des grands musées aussi, parce que vous montrez un objet vraiment moche et vous racontez une histoire. Et là, vous en pleurez. C'est ça, en fait, notre mission aujourd'hui. Et vous allez voir, tout le débat d'aujourd'hui, il est là, en fait. Hein. Je vais revenir à beaucoup plus d'humilité, beaucoup moins d'arrogance. J'ai 2 combats aujourd'hui. L'arrogance, surtout des mâles, d'ailleurs, chez Homo sapiens, et puis aussi, bien sûr, la cupidité. Hein, je pense que si on arrive à passer là-dessus, on a des chances de ne pas trop être en mal-être. Alors, sur cette géodiversité naît, il y a à peu près 3850 millions d'années, la biodiversité, qui simplement est la fraction vivante de la nature, tout simplement. Hein. Et je vous ai mis 2 écosystèmes là qu'on aime beaucoup, les plus riches en nombre d'espèces. Alors, dans les océans, c'est l'écosystème corallien. On ne peut pas éteindre la lumière ici, juste devant l'écran, ça serait plus joli. Où vous avez ici, effectivement, à peu près 5 à 6 000 espèces par kilomètre carré de récif. Et je vous ai mis ici la forêt impénétrable de Bundi, dans les Virunga, à la frontière Congo, Ouganda, Rwanda, où on va très fréquemment travailler, parce que là vivent les derniers 800 gorilles de montagne. Et là, vous pouvez trouver peut-être 50 000 espèces vivantes au kilomètre carré. Pour vous montrer que ceci est synonyme de grand nombre d'espèces, qu'est-ce qu'on connaît sur la Terre aujourd'hui? On connaît un peu plus de 1,7 million d'espèces continentales et un peu moins de 300 000 espèces marines. Ce qu'on connaît, au bas mot, il y en a 10 à 20 fois plus. Ce qui veut dire qu'on est quelque part entre 10 et 20 millions d'espèces qui sont avec nous aujourd'hui, qui nous accompagnent et qui sont fortement menacées par les activités humaines. Alors voilà, les gens croient que c'est ça la biodiversité. Expédition en Guadeloupe, il y a 2 ans, on y passe 3 semaines sur des plages que les gens connaissent bien. Hein. J'ai vu qu'il y a Michel tout à l'heure qui était là, il est en Martinique, c'est quand même pas très loin. Et effectivement, là vous avez sous les fesses des baigneurs qui se mettent sur la table, là, toute une faune qui n'était pas connue du tout. Hein. Alors bien sûr, je vous ai pris les jolis, j'ai pas pris les moches là. Hein. Je vous ai mis des belles espèces qu'on a gratouillées en fait dans le sable et qui sont simplement un inventaire. Hein. C'est un catalogue de diversité. C'est pas ça la biodiversité. La biodiversité, c'est beaucoup plus ceci. Et là, j'ai emprunté cette image à l'Institut français de la biodiversité. Je rends hommage ici, d'ailleurs, pour ma conférence à Jacques Weber, dont les obsèques étaient hier matin. Jacques Weber, j'avais 2 maîtres à penser. Robert Barbeau, parti il y a 3 mois, c'était mon maître en écologie. Et Jacques Weber en économie, il est parti la semaine dernière. Et Jacques avait fait cette photo avec Bernard Chevassieux, lui, il y a une dizaine d'années, quand ils étaient à l'IFB en tant que complices, en montrant que la biodiversité, c'est pas des catalogues de papillons, c'est ça. Et on va rapidement toucher au biomimétisme, justement, on va chercher dans ce vivant, avec cette humilité que j'évoquais, des renseignements, des informations qu'on va utiliser avec les neurones d'Homo sapiens pour faire des choses qui sont intéressantes pour effectivement l'avenir dans un monde non pas durable mais soutenable. Gratter une croûte de fromage, vous verrez, ça grouille d'acarien. Hein. Je dis souvent ça, dans votre lit le matin, je raconte toujours la même histoire, même avec des draps propres. Hein. Tout seul ou à 2, ça marche très bien. Vous mettez un gros scotch. Et vous le mettez sur la binoculaire en arrivant au laboratoire 1 heure après. Ça grouille de bestiole, hein, avec des épines, des poils et tout.
Alors le fromage, au bout, on arrête d'en manger, puis une semaine après, c'est tellement bon qu'on en remange. Hein. Nous sommes la biodiversité. Un corps humain, c'est au moins 10 fois plus de bactéries que de cellules humaines. Alors qu'on arrête de me raconter que l'humain n'en a pas besoin et qu'il va tout réinventer. On a choisi quelques bestioles comme la vache, par exemple, et on s'est mis à élever des vaches. Hein. Vous mangez à peu près 5 ou 6 espèces de viande différentes. Hein. On en a mis partout. 1,5 milliard de vaches sur la planète, c'est un considérable problème. Il y a plein de gens qui ont des vaches et ils ne les mangent pas en plus. Alors, vous voyez, ils les ont parce que ça fait beau, puis c'est un prestige quelconque, on a des femmes ou des vaches, et puis comme ça, effectivement, on montre en fait un symbole de richesse particulière. C'est vrai en Inde, c'est vrai à Madagascar par exemple, ceci aussi, et ces vaches nous posent de gros problèmes. Hein. Alors aussi, un des débats pour nous aussi, manger moins de viande et moins de poisson. Pas redevenir végétarien, c'est pas ça. Hein. Alors, tout ceci a été lié sur une base des origines du vivant, où on passe des gènes aux formes. Ça nous intéresse considérablement au muséum. Comment on va passer effectivement d'un programme génétique, d'une séquence d'ADN qui est la nôtre. J'ai une petite fille qui a 5 ans qui me dit les éléphants font des éléphants et les girafes font des girafes. Elle a parfaitement raison. Hein. Jusque-là, c'est d'accord. Simplement, tout ramener effectivement à l'information dans les gènes pour faire les formes, c'est pas si simple que ça. Et on sait aujourd'hui que ces gènes sont fortement influencés par l'environnement. Et donc je vous ai mis quelques bestioles assez extraordinaires. Je vous ai mis des œufs de papillon ici. Je vous ai mis un tout petit nématode qui s'appelle C. elegans, il porte bien son nom. Et je vous ai mis mes copains les tardigrades, des petits nounours à 8 pattes. Il y en a partout, hein. Il y en a dans les sols, il y en a dans la mer, il y en a dans les flaques d'eau, il y en a sur la plage. Et bien ces bestioles, quand ça va pas très bien, qu'est-ce qu'ils font? Il n'y a pas assez d'eau, ou il fait trop sec. Eh bien ils vont se métamorphoser, ils vont perdre leurs pattes, ils vont perdre leur tête. Ils vont devenir des espèces de trucs qui ressemblent à des graines, en fait, hein, et qui peuvent tenir comme ça 1000 ans, en résistance. On attend. Et le jour où les conditions redeviennent favorables, on repart. Donc, réfléchir à tout ça, effectivement, pour s'inspirer de tout ça, c'est extrêmement intéressant. Et ça vous montre la puissance du vivant. Ces bestioles, on peut les congeler dans de l'hélium liquide, c'est quasiment le zéro absolu. La vie peut aller jusqu'au zéro absolu. En température supérieure, en ce moment, on a des bactéries hydrothermales qui tiennent à 140 degrés. Donc on est vraiment sûr, on a augmenté effectivement la plage thermique compatible avec le vivant. Alors tout ceci nous a amené à une réflexion qu'un prix Nobel de chimie a ramené au terme d'anthropocène dans l'an 2000. Il a dit voilà, l'humain influence tellement en ce moment l'évolution de la vie sur la Terre qu'on peut créer un terme anthropocène, la phase de l'histoire de la Terre durant laquelle le plus puissant moteur de l'évolution n'est plus ce qu'on avait avant, la longueur du jour, le ciel de l'océan, la température de l'eau ou de l'air, leur composition, mais la présence d'une espèce sur les 2000 connus, qui en plus a le culot de s'appeler Sapiens. Il fallait quand même le faire. Hein. Quand Carl von Linné appelle Sapiens l'humain en 1750, alors que déjà on a nommé des bestioles Atrox, Ferox, Horribilis, Horridus. On va encore à l'arrogance en question, et nous on s'appelle Sapiens. Quand je regarde les relations aujourd'hui entre les humains entre eux, et les humains et les humaines en particulier, et les relations entre les humains et les non-humains, je doute fort que le premier terme qui vienne à l'esprit, effectivement, ce soit Sapiens. Donc aujourd'hui, c'est clair, et c'est là que le biomimétisme va rentrer en compte, eh bien, soit on est capable, effectivement, de devenir Sapiens, et là, ça ne se passera pas trop mal, soit ça va mal se terminer dans notre histoire. Là, je vous relance au texte de Robert Barbeau, dans un très beau livre, justement, écrit en 2006, qui s'appelle « Un éléphant dans un jeu de quilles ». Vous voyez, qui est l'éléphant, et qui est le jeu de quilles, bien entendu. Alors, ça c'est intéressant, je vais terminer le préambule là-dessus. Ça c'est la première manifestation que l'humain nous a laissée de la biodiversité. Et elle est à pleurer. J'ai eu la grande chance, il y a 2 ans maintenant, d'aller à Chauvet. Chauvet, c'est 2 fois plus vieux que Lascaux. Lascaux, c'est 16 000 ans. Les charbons de bois de Chauvet, c'est 26 000 et 33 000 ans. Qui dessine comme ça dans la pièce, dans la salle ici ce matin-là? Elles ne sont pas devant eux, les lionnes qui sont là, ni les chevaux qui sont là. Ils les ont vus une semaine avant, 2 jours avant. Ils sont dans une grotte, dans l'Ardèche actuellement, et ils les ont symbolisés, pas n'importe comment, en tirant parti du volume de la roche pour faire des volumes, et en tirant parti de l'acoustique de la grotte. On a fait des travaux récemment, c'est pas n'importe quel endroit de la grotte. Et on vous donne de la biodiversité avec les chevaux de Chauvet, les lionnes de Chauvet et les rhinocéros qui ne sont pas à Lascaux parce qu'ils ont déjà disparu. À 22 000 ans, ils s'en vont, les rhinocéros à Toison. Il n'y a pas de rhinocéros à Lascaux. Et vous avez des bisons après, bien sûr. Et là, vous avez Jean-Marie Chauvet avec ses 2 collègues, Eliette et Christian, qui découvrent le 19 décembre 1994 la grotte Chauvet et qui la révèle au monde, en fait. Et cette grotte, elle est absolument sublime. C'est une manifestation extraordinaire, en fait, de la capacité de l'humain à montrer qu'il est différent, justement. L'humain est profondément animal dans sa physiologie, il n'est pas que ça. On a une belle démonstration ici. Alors, on est capable de faire ça. Alors, arrêtons de faire toutes, excusez le terme, les conneries que l'on fait aujourd'hui. Alors, question posée par des collègues géologues américains dans Nature il y a maintenant 3 ans. Allons-nous vers une 6e grande crise d'extinction?
On en a vécu 5, dramatiques. La définition d'une crise d'extinction, c'est au moins la disparition des 3/4 des espèces sur un temps court. Et c'est là que je me heurte au monde politique, l'histoire du temps. Un temps court, en géologie, c'est au moins le demi-million d'années. Et pour nous, même qui ici, même moi, le premier, qui est capable d'imaginer ce qu'est 1 million d'années? Je vous parle de milliards d'années, c'est très compliqué. C'est ce philosophe chinois qui disait « Il me faut une fraction de seconde pour écraser une mouche, l'éternité pour la refaire ». Donc ne détruisons pas des choses que nous serons absolument incapables, bien sûr, ensuite de refaire. Pour les raisons de destruction et de pollution, bien entendu, des raisons de surexploitation, nos pauvres thons rouges, on en a beaucoup parlé, on pêche de moins en moins, de plus en plus petit et de moins valorisant sur le plan économique. On dissémine partout des espèces qui nous posent de gros problèmes. Ce petit micro-organisme, c'est une algue marine, une microalgue, un dinoflagellé, simplement qui paraît super sympa, elle est jolie comme tout, mais elle vous élabore en fait une toxine qui vous tue un humain en 20 minutes, et elle fait le tour de la Terre dans les pétroliers géants, dans les eaux de ballastage. Et enfin le climat qui change. Et dans l'océan, le climat qui change, c'est pas que la température qui remonte, c'est aussi la remontée du niveau des océans. Donc tout ceci pour vous montrer que les humains ont un rôle très important, justifie la proposition du terme anthropocène. Alors, c'est assez paradoxal parce que nous sommes effectivement responsables de tout cela. Je ne veux pas culpabiliser les gens, c'est pas du tout mon propos. Simplement, nous sommes aussi le seul système, la seule espèce qui peut encore tout changer. Et c'est là que le biomimétisme prend tout son sens. Alors, qu'est-ce qu'on a comme problème? Le climat, il faut de très mauvaises grâces pour dire que l'humain n'a pas son rôle là-dedans. Il n'est pas que le seul responsable, mais il influe aussi. Nous avons les questions d'accès à l'eau, de gestion des déchets spatiaux, des déchets nucléaires, du stockage du CO2, qui nous pose tant de problèmes aujourd'hui, de l'évolution de la biodiversité, on vient d'en parler, et des modes de gouvernance. Tout ceci a été utilisé, discuté, travaillé. On est très fort pour faire des conférences, Mais qu'est-ce qu'on acte ensuite sur le terrain? J'étais à Rio l'an dernier, catastrophe, on n'a rien fait. On a redit 165 fois des choses qu'on avait déjà dit à Johannesburg 10 ans avant, ou déjà dit à Rio 20 ans avant. Alors quand est-ce qu'on bouge? Et ce livre superbe que vous avez ici en entrée, dont on a parlé tout à l'heure, qui nous a lancé sur ce débat-là. Alors, en définition, la bioinspiration, c'est pas une science, je voyais que c'est écrit partout, ni une discipline, c'est pas ça du tout. C'est une approche, je dirais, intellectuelle, qui consiste à étudier la nature, donc dès qu'on étudie, on aime, sous toutes ses formes, animaux, plantes, micro-organismes, écosystèmes, faut jamais oublier ça, et en tirer des développements technologiques. On s'en inspire alors afin de concevoir des matériaux, des procédés ou des stratégies innovateurs au service de l'humain, moins polluant, moins consommateur d'énergie, recyclable, plus sûr, de meilleure qualité et de moindre coût. Tout ceci, en fait, je pense que la résultante de tout ça, ou le résumé, c'est la nature, elle a 3,8 milliards d'années. Il y avait un très beau livre de Jacques Weber, justement, de Robert Boyd Jacques Weber, sorti fin 2011, qui s'appelle « La vie, quelle entreprise ?» Les entrepreneurs ici, Entreprise qui dure 3,85 milliards d'années, elle est pas mal gérée quand même, Donc allons la voir avant de la détruire, allons regarder ce qui s'y passe. Elle a résolu beaucoup de problèmes que nous avons en face de nous aujourd'hui. Eh bien allons nous en inspirer pour faire beaucoup mieux, bien sûr. Donc, alors le premier aspect qui est à la limite, c'est on va chercher des molécules d'intérêt. Ça, c'est pour les pharmaciens. Dans cette nature, moi j'ai pris l'océan parce que je suis un marin. On tire des anticancéreux, des antibiotiques, des antiviraux, des antichampignons, des immunostimulants. On a la limite entre l'extraction chimique pure et la bioinspiration. Il y a quelques aspects qui peuvent en être. En tout cas, on va chercher dans le vivant des molécules d'intérêt. Et il y avait un pharmacien canadien qui disait moi je plains les pharmaciens de l'année 2050 qui devront chercher de nouveaux médicaments dans des plantes qui auront disparu 30 ans avant. Ça va quand même poser quelques soucis. Donc des vraies questions intéressantes. Question aussi, on travaille beaucoup sur la peau en ce moment avec les cosméticiens. Tous ces gens-là me disent moi j'ai une cible, c'est la peau de la femme de 50 ans. Très bien, j'ai pris acte. Et je regarde comment cette peau de femme de 50 ans évolue au cours d'une vie de femme, justement. Et on compare ça justement à la sortie des océans, il y a 445 millions d'années. Il y a plein de choses qui sont comparables. Les phases, par exemple, hydrosolubles et liposolubles. En fait, jusqu'à 50 ans, on peut à peu près s'en passer. Après, il vaut mieux pas s'en passer si on veut finir pas trop terni. Donc c'est ça la question, en fait. Et inspirons-nous du vivant pour faire cela, bien sûr. Alors là, c'est quelque chose que beaucoup d'entre vous connaissent, parce que je développe ça depuis le début, c'est vous démontrer que des progrès médicaux essentiels ont été faits grâce à des modèles biologiques sans aucun intérêt. Metchnikov découvre la phagocytose grâce à l'étoile de mer. Charles Richet, c'est le choc anaphylactique grâce à des venins de méduse. C'est le seul prix Nobel acquis à la principauté de Monaco. On fêtait le 13 novembre dernier, 2013, on fêtait les 100 ans du prix Nobel de Charles Richet, qui va utiliser les venins de méduse pour découvrir le choc anaphylactique, qui est la réaction exacerbée de l'immunité. Von Warburg travaille sur les oursins à Roscoff. Il découvre, lui, les vagues calciques qui empêchent à 2 spermatozoïdes de rentrer dans le même ovocyte.
Hodgkin et Huxley découvrent la transmission de l'influx nerveux grâce à un cadeau des dieux de la biodiversité. Un nerf de calmar, ne me demandez pas pourquoi, hein, il est 1000 fois plus gros en section qu'un nerf humain. Et c'est ça l'intelligence et les neurones du chercheur qui va aller chercher dans la diversité, dans la nature, le modèle qu'il lui faut pour l'aider à répondre à sa question. Ça, c'est un vrai travail intéressant. Et vous avez ensuite Eric Kandel travaille sur Alzheimer, il découvre les bases moléculaires de la mémoire grâce à une limace de mer. Timothy Hunt, lui, c'est fabuleux parce qu'il découvre grâce à l'étoile de mer ni plus ni moins que la molécule clé du cancer. Hein, sur ces gels à l'époque, il a le prix Nobel en 2001, il démontre effectivement comment, à un moment, sur une cellule qui ne devrait pas se reproduire, elle prend la décision de se renouveler, de se diviser à nouveau, elle ne devrait pas le faire. Il regarde toujours associé à ça, il y a une protéine, on sait que ce sont 2 protéines aujourd'hui, la cycline et la kinase, qui vont programmer la cellule pour se rediviser alors qu'elle ne devrait pas le faire. C'est la cancérisation, ben, c'est l'étoile de mer qui nous a donné ça. Shimomura, ce sont les protéines de fluorescence de couleur, et enfin le trio Szostak, Blackburn et Grider, en 2009, obtiennent le prix Nobel pour leur découverte des mécanismes fondamentaux du vieillissement. En travaillant sur un truc, alors franchement, vous l'auriez écrasé, hein, il s'appelle tétrahymena, il vit dans les flaques d'eau, il ressemble à rien, hein, il y a des poils partout, génial, on comprend là les mécanismes fondamentaux du vieillissement, y compris bien sûr chez l'humain. Ces mécanismes sont universels. C'est là que l'humain a trouvé cette liaison avec le vivant. Nous sommes un fragment de nature, on n'est pas autre chose que cela. Donc on arrête d'imaginer qu'on va en sortir. Récemment, je ne vous dirai pas qui, m'a dit « La nature est imparfaite, je vais la rendre parfaite ». Je joue à Dieu, en fait. Hein, c'est tout ce que je fais quand on dit des choses comme ça, en fait. Alors, la bioinspiration, La vie qu'est l'entreprise, le livre de Barbeau et Weber de 2011, s'inspirer des formes, hein, je vais laisser Tariq après vous développer des exemples précis, s'inspirer des mécanismes, bien entendu, c'est très important, il n'y a pas que les formes, hein, s'inspirer des relations durables, c'est très intéressant, et à la limite, c'est à ce niveau-là que j'arrive le mieux à convaincre les entreprises. Parce qu'elles me disent, oui, ben maintenant, moi, je fais tout en synthèse, donc je n'utilise plus de molécules que je vais chercher dans la nature, chez une petite algue, ou chez un poisson, ou chez une limace. Par contre, les mécanismes mis en place par le vivant pour réguler tout ça, durablement, ça m'intéresse. Question, alors bien sûr, ça va demander une très grande interdisciplinarité, c'est ça que je rends grâce au projet CEBIOS. On va mettre en même temps des gens qui, j'espère, partiront des bases d'humilité, d'envie de partage et de respect, qui devraient nous voir réussir des choses intéressantes. Alors là, ici, on avait organisé un colloque il y a maintenant 1 an et demi au Muséum avec le CGDD, le Commissaire général au développement durable, le ministère de l'Environnement. On avait recueilli des gens, un petit peu comme ici aujourd'hui, je pense que certains d'entre vous étaient déjà là, où on a réfléchi justement à ces recherches bio-inspirées, opportunités pour la transition écologique. Alors, l'histoire du train japonais qui non seulement s'inspire de la forme, effectivement, du bec ici et de la tête du martin-pêcheur pour pénétrer l'air, mais en même temps s'inspire de la structure des ailes de rapace nocturne pour ne pas faire de bruit. Parce que lui, s'il fait du bruit, il ne bouffe pas. Ah, c'est clair, hein, il ne serait plus là. S'il fait du bruit, la souris qui mange les graines de maïs, elle n'est plus là, de toute façon. Donc, il n'a pas le choix. Hein. Donc, il a trouvé pour exister ceci. Alors, au lieu de tout réinventer, je vais faire des trucs pas possibles, allons voir comment ça marche. Et c'est génial, vous allez voir. C'est ça, la partie géniale de la bio-inspiration et du biomimétisme. Ça, c'est les trains espagnols dont la reine fait ici avec les têtes de rapaces. Alors on s'inspire soit du terrestre, soit du marin. Ça, c'est un très joli ouvrage qui est sorti ici dans la lettre d'information de l'Institut Paul Ricard, qui a publié un très joli ouvrage à la fin de l'année 2013. Avec beaucoup de photos, je m'en suis inspiré aussi, moi aussi, on s'inspire partout. Les pattes de gecko, regardez l'avion de Clément Ader, il ne faut pas être un pro pour... Ça ressemble assez à une chauve-souris quand même ce truc. Hein. Et bien ça a commencé à voler. Léonard de Vinci a laissé des dessins fabuleux. Léonard de Vinci était un extraordinaire penseur de la bio-inspiration et du biomimétisme déjà il y a quelques siècles. Hein. Regardez ceci, faire des matériaux avec des éponges calcaires. Hein. Jacques Livage qui est là aussi a fait des travaux fabuleux là-dessus. La bande velcro et la bardane qui est souvent célébrée, l'étoile d'araignée. L'école biologique des byssus de moules, et l'économie circulaire ici, hein, minéraux, producteurs primaires, décomposeurs minéralisateurs, consommateurs secondaires et consommateurs primaires. Tout ceci tourne depuis très longtemps. C'est ça qu'il faut aller chercher. Développer une culture de l'impact dans l'entreprise. Et chaque fois qu'on fait quelque chose, qu'est-ce qui va se passer derrière? Même si la nature a le secret de réaction à des agressions complètement inimaginables, j'aurais des milliers d'exemples à vous donner, ça ne fait rien dès le départ. Réfléchissons à ce que va entraîner tout, hein, nos produits, nos emballages aussi, bien sûr. Hein. Avec les cosméticiens, je travaille beaucoup sur les emballages aussi. Hein. Donc les flacons de parfum ou les crèmes, les reprendre dans un flacon déjà existant auparavant. Donc, ça c'est un joli modèle. Par exemple, on utilise le corail ou les comment dirais-je, les coquilles d'huîtres perlières pour régénérer de l'os. Voici un fémur.
Et là, après des fractures très importantes, des fractures ouvertes, avec vraiment des os très touchés, on va régénérer de la matière osseuse à partir de substances qui sont naturelles et qui elles-mêmes produisent des facteurs de croissance osseux, hein, comme la coquille de coquillage, la nacre, par exemple, ou bien le corail. Ici, vous avez un os. Et vous voyez que les anastomoses entre la pièce qui a été rajoutée, hein, ça repousse très bien. On voit les ostéoblastes qui sont très bien reformés ici sur une pièce qui est amorphe. Hein, c'est le morceau qui a été rajouté. Et c'est bien meilleur que du plastique. Et bien meilleur que de la ferraille. Vous imaginez bien. Hein. Au sein de vous-même, vous avez un fragment vivant d'une autre espèce qui vous aide à régénérer votre masse osseuse. Alors ça, c'est très classique, je pense que Tariq va revenir là-dessus. Il y a plein d'exemples absolument fantastiques. Hein. Les winglets des avions, ça c'est extraordinaire. J'ai discuté avec le patron de Hop l'autre jour, la compagnie d'Air France, qui fait il me disait, écoutez, en fait, aucun ingénieur n'y avait pensé à l'avance. Hein. Et en regardant un petit peu comment les oiseaux s'organisaient en fait dans les vitesses de pointe de vol, on les a rajoutés sur les avions. Et c'est fabuleux. Ils ne sont pas déstabilisés et ils consomment beaucoup moins de carburant. Ce sont des aspects qui sont extrêmement intéressants. Alors on a beaucoup parlé des combinaisons de plongée qui ont fait couler beaucoup d'encre. Parce qu'en fait, elles coûtent hyper cher et elles servent une fois. Donc c'est vrai que le pauvre pays africain qui n'a pas beaucoup d'argent, il n'est pas tellement en compétition loyale par rapport aux autres, donc on les a interdites maintenant, mais on nageait beaucoup plus vite. D'ailleurs, si l'humain veut aller plus vite, plus loin, plus haut, aujourd'hui on est au taquet, hein. Les records du monde, c'est terminé. La perche, oui, on peut peut-être imaginer encore un petit peu, mais le 100 mètres, 9,58 volts... écoutez, ce type-là, on l'a programmé, on a regardé, c'est un type peut-être sur plusieurs milliards qui court comme ça, et pourtant il court à la vitesse d'un chat. L'arrogance de l'humain, un chat, 41 km/h, c'est un chat. Phelps, ce fabuleux bonhomme dont toutes les femmes sont absolument folles avec des épaules comme ça, là, 8 médailles d'or, il court lui, il nage à la vitesse d'une carpe. Un poisson super lent. Donc qu'on revienne un petit peu à cette humilité dont on a besoin. Et le biomimétisme, je l'aime beaucoup parce qu'il est fortement imprégné de cela, en fait. Hein. Alors ça, c'est intéressant parce que les combinaisons de plongée inspirées de peau de requin, non seulement sont intéressantes pour la pénétration dans l'eau, mais en plus empêchent les bactéries de s'y installer, ce qui a été utilisé beaucoup aujourd'hui pour faire des revêtements de salles d'hôpital, où on va interdire à des bactéries. Vous savez qu'à l'hôpital, vous rentrez à l'hôpital, souvent on ne sort plus malade que quand on est rentré, hein, par ces drames des maladies nosocomiales. J'ai des cas fantastiques où vous avez une bactérie. Je connais aucun autre écosystème au monde naturel, sans humain, où ça peut se faire. Il y a une espèce. Banal, hein, c'est un pseudomonas, un aéromonas, un pneumocoque ou un staphylocoque. Bon, le truc, je ne vous raconte pas. Si vous ouvrez un humain là-dedans, il est foutu. Il résiste à tous les antibiotiques connus. Il a été sélectionné. C'est de l'écologie de base. Hein. Tout à l'heure, j'aimais beaucoup l'histoire des petits animaux qui mangeaient les gaines des voitures. Hein. C'est de l'écologie, ça. Donc, dès qu'on fait un truc qui est bouffable, il faut réfléchir qu'il peut être bouffé. Et donc, il faut intervenir dessus. Sinon, ça ne sert absolument à rien. Je vais terminer pour rassurer mon... Voilà, c'est la dernière image. Alors, pourquoi s'en priver, cette bio-inspiration, hein? C'est un peu ma conclusion de ce matin. Hein. Pourquoi on irait s'en priver? Regardez, fabuleuse source d'innovation. Vous le verrez, Tariq va le compter tout à l'heure. Alors, je répète, ce n'est ni une science, ni une discipline. C'est pas ça du tout. Je dirais c'est une approche. C'est un état d'esprit, même une philosophie intéressante. Vous avez vu, il y a quand même pas mal d'aspects qui tombent sur la philosophie dans ce qu'on discute ensemble depuis tout à l'heure. Hein. Elle exige la conjonction, alors c'est là que j'aime beaucoup, des efforts de la recherche fondamentale. Laissons des chercheurs publics faire un travail sans aucun but. C'est comme ça qu'on avance. Mon ami Albert Fert, prix Nobel de physique, m'a dit, le papier qui m'a valu le prix Nobel de physique, c'était en 88. J'étais sur un truc qui servait absolument à rien, mais à rien. 20 ans après, on booste par 2000 les mémoires d'ordinateur. Vous l'avez dans tous vos micros ici avec vous. C'est ça la recherche fondamentale qu'il faut garder. Et ça, c'est pas un métier d'ingénieur, c'est un métier de chercheur fondamental. Les prix Nobel sortent des universités, pas des écoles d'ingénieurs, quand vous regardez en France, en chimie, en médecine et en physique. Parce que c'est pas le même formatage. Tout est profondément respectable. Alors ensuite, à part ce fondamental, il faut l'ingénieur. On ne peut pas développer de bio-inspiration ou d'aspects technologiques de développement sans la succession science de l'ingénieur, après bien sûr la recherche fondamentale. Et même cette science-là nous permet de relancer la science fondamentale. Hein. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui en bioinformatique sans les progrès de l'informatique? Et enfin l'entreprise. Donc recherche fondamentale, science de l'ingénieur et entreprise pour que tout ça puisse fonctionner. C'est comme elle qui crée les emplois et elle qui développe. Et je termine sur 2 images. Les termitières qui ont inspiré des bâtiments stables climatiquement sans dépense d'énergie. Et mon petit, c'est pas un scarabée, hein, les gens appellent ça un scarabée, c'est pas un scarabée du tout, c'est un ténébrio qui ne demandait rien à personne, qui vit dans le désert de Namibie, et puis qui avait des drôles de tubercules sur les élytres ici, et qui tous les matins, quand le soleil se lève le derrière et se met face au soleil. Donc vous avez à la fois une structure physique et un comportement. Et qu'est-ce qu'il fait comme ça? Une goutte d'eau. La goutte d'eau dont il a besoin, qui va l'alimenter pour les 24 heures qui vont venir là, jusqu'au prochain lever du soleil. Et dans un désert où il ne pleut jamais, il fait son eau.
humilité, inspirons-nous de tout ça. Merci.